Alors, beaucoup de questions sur les frelons. Éric Darouzet, d'abord cette question-là, je l'évoquais tout à l'heure dans le sommaire très brièvement, c'est l'arrivée des frelons, constituée à peu près en 2004. Xavier nous dit, est-ce que c'est vrai que ce frelon est arrivé en Europe dans des containers chinois nichés dans des poteries? On a tous retenu cette histoire de poterie. C'est l'hypothèse actuelle, oui. Mm. Alors, je ne pense pas qu'on pourra le démontrer de manière sûre à l'heure actuelle, mais a priori, les premières observations du frelon sont en 2005. Et il semblerait qu'il y aurait quelqu'un qui cultivait des plantes dans Lot-et-Garonne, qui commercialisait ces plantes dans des poteries chinoises, qui faisait livrer de Chine. Et il semblerait qu'à proximité de son exploitation, il ait trouvé des nids de taille imposante que personne ne connaissait. Et du coup, les gens pensaient que ça pouvait être via un des conteneurs qui transportait ces fameuses poteries que ça arrivait une ou plusieurs rennes. Ouais. Et alors depuis 2004, il y a énormément de départements qui sont concernés, puisqu'on en trouve même dans le Nord-Pas-de-Calais maintenant. C'est-à-dire que quasiment tout le territoire français est concerné. Alors on peut considérer qu'à peu près 60% du territoire est colonisé. Ouais. C'est-à-dire, si vous prenez la carte de France, vous tracez une ligne presque verticale, pas forcément au milieu, mais plutôt décalée vers l'est. À gauche, c'est-à-dire sur la partie ouest, vous avez du frelon. Ouais. Et après, on trouve des spots où l'animal a été transporté accidentellement par des marchandises, probablement, et qui s'est développé dans tel ou tel territoire. On estime son avancée à 100 km par an à peu près, je crois, c'est ça? C'est un peu l'idée qu'on donne, oui. Ouais. Attendez, c'est l'avancée front de colonisation, en guillemets, naturelle. Ouais, ouais. Après, il y a tous les transports accidentels qui projettent qui dispersent beaucoup plus vite, évidemment, cet insecte. Il vit combien de temps, d'ailleurs, le frelon? La colonie ou l'individu? L'individu, frelon. Alors, ça dépend. Si vous prenez une reine, ça vit à peu près 1 an. C'est-à-dire une reine va naître, on va dire à peu près vers septembre-octobre. Elle va fonder une nouvelle colonie l'année suivante et elle va mourir vers octobre-novembre de l'année suivante. Ouais. Un mâle, il naît vers à peu près la même période, entre septembre et octobre, et il va mourir avant l'hiver. C'est-à-dire, son rôle, en fait, c'est d'aller s'accoupler avec des reproductrices, donc des futures reines, et il meurt peu après l'accouplement. Et ensuite, vous avez les ouvrières, qui sont aussi des femelles, qui, elles, doivent vivre au stade adulte à peu près 1 mois et demi. 1 mois, 1 mois et demi. Alors, qu'est-ce que les apiculteurs ont constaté, eux, de leur côté, depuis l'arrivée de ce frelon asiatique, parce qu'ils sont vraiment les premiers concernés par les dégâts causés par cet insecte? Alors, c'est vrai que c'est la population qui l'a pu toucher, dans le sens, c'est qu'ils ont observé depuis le début, surtout dans le sud-ouest, c'est là où il y a le plus gros problème d'ailleurs, des attaques de frelons sur ruchers, et parfois avec des taux de prédation assez conséquents qui pouvaient même, dans certains cas, conduire à l'élimination de la colonie d'abeilles. Donc il faut savoir ce que le frelon européen fait pareil. Lui, il chasse aussi, comme certaines guêpes parfois, il chasse des abeilles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand les frelons chassent, je prends par exemple le cas de crabeau, le frelon européen, quand il chasse à l'entrée de l'hiver, c'est au moment où les colonies d'abeilles vont commencer à diminuer en nombre d'individus. Et en fait, le frelon va prélever quelques abeilles, mais ça se voit pas, en fait. Et même certains apiculteurs ne savaient même pas, ils n'avaient jamais observé d'attaque de frelons sur leur rucher, avant qu'on parle du frelon asiatique. Ouais. Et le frelon asiatique, lui, fait exactement la même chose, mais le taux de prédation est beaucoup plus conséquent, sachant que le nombre d'individus dans une colonie, comme je vous disais, est 4 fois supérieur. Alors Thierry, justement, est apiculteur, il nous envoie ce message. Je suis en Bretagne et l'arrivée de ce frelon sur notre territoire, son impact sur la faune environnante et l'humain a largement été sous-estimé, dit Thierry, compte tenu de son comportement en Asie. Des mesures ont dû être prises dès sa découverte et non une fois largement répandues sur le territoire. Je pense qu'il est maintenant trop tard, car il va s'habituer à notre climat en se réchauffant. Il y a des problèmes identiques en Asie aussi autour de cet insecte ou pas? Non, du tout. C'est-à-dire qu'en Asie, il y a à peu près, je crois, une douzaine d'espèces différentes de frelons. Il y a une autre espèce de frelon qui est Vespa mandarina, c'est un gros frelon qui est beaucoup plus gros, qui lui fait plus de dégâts. Ouais. C'est lui qui entraîne plus de soucis, on va dire. Velutina, non, ils n'en parlent pas trop. Je dirais même à la limite, il est même plutôt recherché. Ouais. Parce qu'en Asie, les gens consomment les larves de frelons. Donc les colonies de Velutina sont même recherchées pour justement cet aspect alimentaire. Antoine demande si justement dans leur équilibre naturel asiatique, ces frelons ont des prédateurs qui ne sont pas présents ici. Oui, certainement. Voilà, donc ils ont certainement des oiseaux qui les chassent, comme ce qu'on appelle les guêpiers. Oui. Et il y a une chose aussi qu'il faut voir, c'est qu'en Asie, le Velutina ne pose pas de gros soucis vis-à-vis des abeilles. Tout simplement, c'est que là-bas, il y a une espèce asiatique d'abeille, qui est Apis cerana, qui sait se défendre contre le frelon. Alors que notre abeille à nous, européenne, Apis mellifera, elle ne sait pas se défendre.
C'est le problème de toutes les espèces invasives, Voilà. c'est-à-dire qu'à partir du moment effectivement où elles arrivent dans un milieu où il y a une niche qu'elles peuvent occuper ou remplacer. Alors racontez-nous justement, Éric Darrouzet, comment se défendent les abeilles face aux frelons en Asie en particulier, parce qu'elles ont une stratégie qui est assez exceptionnelle en faisant grimper la température. En fait, elles ont deux stratégies. La première stratégie consiste à ce que les ouvrières vont sortir du nid, elles se mettent sur le nid, elles vont bouger en battant des ailes. Ce qui fait que ça va créer un peu une image un peu floue qui semble perturber le frelon. Et le frelon, en fait, va rester un moment et après il va partir parce qu'il est perturbé. Par contre, il n'y a pas élimination de l'attaquant. Ça le repousse et au bout d'un moment, il va chercher de la nourriture ailleurs. Et il y a une deuxième stratégie qui consiste à ce que des ouvrières se jettent sur le frelon. Il y en a plusieurs dizaines qui font ça. Elles vont la gripper et elles vont se mettre à battre des ailes. Donc battre des ailes, c'est un travail musculaire, donc ça dégage de la température. Et en faisant cela, elles vont faire monter la température au sein de la masse d'abeilles, là où il y a le frelon au milieu. Ça va monter à 47 degrés centigrades. Et la température létale du frelon, c'est entre 44 et 46 degrés. Ce qui fait qu'on est 1 degré au-dessus de la létalité du frelon. Par contre, c'est 1 degré en dessous de celle des abeilles. Tout à fait. Et il semblerait même, je crois qu'il y a un article qui a montré ça, que les abeilles peuvent aussi boucher les orifices respiratoires du frelon, ce qui fait qu'il meurt par hyperthermie et étouffement. C'est étonnant. Ça. Alors ça, c'est un phénomène qu'on a observé en Asie. Est-ce que les abeilles européennes peuvent agir de même? Est-ce qu'on l'a déjà observé ou pas? Alors les abeilles européennes, comme Apis mellifera, alors a priori, l'abeille européenne a été introduite il y a une quarantaine d'années, ou une cinquantaine d'années, je ne sais plus, en Asie, et elle n'est pas capable encore de se défendre de manière efficace. Donc on a observé parfois certaines abeilles se jeter sur le frelon, mais certaines se jettent pour le piquer, tout simplement. Et il semblerait que certaines peuvent également faire une sorte de petite masse qui entoure le frelon, mais elles sont beaucoup moins nombreuses qu'Apis cerana. Et il semblerait que la température ne monte pas à des températures suffisantes pour tuer le frelon. Donc ça ne marche pas. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il pourrait y avoir un changement justement d'évolution au niveau de la stratégie des abeilles, qu'elles parviennent justement à faire grimper la température? Comme je vous disais, en Asie, l'Apis mellifera qui a été introduite au bout de 50 ans, on n'est pas capable de le faire. Donc je ne pense pas, sauf si on attend peut-être des centaines, voire des milliers, ou encore plus en nombre d'années, il y aura peut-être une évolution. Donc en attendant, il faut trouver des solutions pour tous les auditeurs qui nous envoient des messages désespérés. Peut-être sélectionner, je ne sais pas, j'ai déjà entendu parler de ça, faire de la sélection sur les colonies, sélectionner des colonies qui auraient un petit comportement de défense, on les croise et peut-être rapidement on pourrait avoir ça. Mais bon, c'est un peu la science-fiction. Emmanuel nous envoie ce message, sa recette même, un truc simple pour se débarrasser des frelons. Vous coupez en deux une bouteille en plastique, la partie goulot est retournée, emboîtée dans la partie fond. On a tous fait ça quand on était petit. Dans le fond, mettre un peu de bière avec du sirop et le tour est joué. Vous pouvez prendre jusqu'à 12 frelons par jour. Vous mettez 10 pièges et vous avez une centaine de frelons éradiqués par semaine. Ne me remerciez pas, dit Emmanuel dans son message. Qu'est-ce que vous pensez de ces bonnes recettes de grand-mère? Alors, il y a plein de recettes. Alors, c'est vrai que ce type de piège, oui, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Il y a plein d'appâts dits alimentaires qui sont mis dans ce type de piège. Alors, ça peut être des appâts à base de jus de cirier, c'est-à-dire un mélange de miel, cire, et on le fait fermenter un peu avec de l'alcool. On peut avoir du panaché avec du vin, on peut avoir de la bière avec un jus un sirop de fruits rouges et du vin en plus. Donc, tous ces appâts semblent marcher dans certains endroits, semblent moins marcher dans d'autres endroits. Mais le gros souci, je dirais, c'est pas vraiment l'appât en lui-même, c'est surtout la personne qui va piéger. Comme je disais tout à l'heure, si un apiculteur piège, il défend un rucher. Donc là, je dirais, c'est normal. Quand quelqu'un veut, pour l'idée fort louable de défendre l'apiculteur, de disposer un ou plusieurs pièges dans son jardin, à mon avis, ça n'a pas d'effet. Si ce n'est des effets néfastes pour la biodiversité. Voilà, c'est ça, parce qu'il va capturer des frelons, mais tout un tas d'insectes. Alors, il peut aussi ne pas capturer de frelons. Il y a des pièges où vous capturez énormément de mouches ou autre chose, sauf du frelon asiatique. Et le frelon asiatique, il n'est pas attiré par la lumière, comme le frelon européen? Ça, on ne l'a pas constaté, non. C'est-à-dire que l'activité, ce qu'on a regardé, nous, l'activité nocturne est très, très limitée, voire inexistante, chez le Vespa vietina. D'accord. Alors que le frelon européen, lui, il peut se déplacer encore le soir, il a une très bonne vision nocturne, et c'est lui qu'on peut avoir parfois le soir avec les lumières. Allez, très vite, parce qu'il nous reste très peu de temps. Chloé demande quels sont les professionnels à contacter pour se débarrasser des nids. Combien ça coûte? Donc là, il faut contacter les entreprises 3D, les désinsectiseurs. Alors le prix est très variable. Ça tourne aux alentours de 100 € si la personne est amenée à intervenir à une hauteur humaine ou sous un toit. Par contre, si le nid est situé en hauteur dans les arbres, si la personne n'est pas équipée, elle est obligée de louer une nacelle et là, le prix peut monter très très haut. Quentin demande, est-ce qu'il est possible de mettre un grillage autour des ruches?